Bonjour à tous. Alors, attendez, je regarde juste, ça c'est le pointeur. Donc, bonjour à tous, je suis Renaud Maël, interne de biologie médicale en 6e semestre au CHU de Nantes et je viens vous présenter les résultats de mon sujet de thèse qui porte sur l'apport du RNA sec sur culture lymphocytaire pour le diagnostic des maladies neurodéveloppementales. Pour cela, j'ai été encadré par le docteur Benjamin Cognier. Attendre un peu. Oui. C'est bon. Donc, au CHU de Nantes, j'ai travaillé au sein du pôle déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle est définie par le DSM-5 au sein des troubles du neurodéveloppement. Ça représente 700 000 personnes en France, 1 à 3% de la population, et la génétique est impliquée dans 60% des cas de déficience intellectuelle. Et la majorité des causes sont des causes monogéniques. Grâce à l'avènement du séquençage au débit, aujourd'hui on décrit plus de 1500 gènes qui sont impliqués en déficience intellectuelle. Et en exome et génome, on a un rendement diagnostique d'environ 35%. Sauf que ça laisse un grand nombre de patients sans diagnostic. Et avec le transcriptome, on a une étude de référence qui annonce qu'on aurait un gain de 7,5 à 36%, un gain diagnostique. Qui est très hétérogène en fonction des tissus et des indications cliniques. Cette étude de référence, elle est venue comparer la technique de référence qui est le séquençage ARN sur fibroblastes contre le PAC-gène sur son total. Pour le fibroblaste, on voit qu'on a une bonne homogénéité de l'expression des gènes. C'est une étude en composante principale dans cette étude de référence, alors que pour le PAC-gène, on est beaucoup plus hétérogène. Et en termes de couverture des gènes de déficience intellectuelle, on était à 58% de couverture sur fibroblaste, contre seulement 25% sur PAC-gène. Pour faire du séquençage ARN, on a plusieurs techniques qui s'offrent à nous. La technique de référence, c'est l'enrichissement poly-A, qui permet une couverture exhaustive des ARN messagers, même si on a une saturation possible par de l'ARN messager très présent, comme avec la globine. Et nous, on a pris le parti d'étudier le séquençage par capture, qui est moins étudié dans la littérature, qui permet une meilleure couverture exonique, même si on perd en séquençage au niveau des UTR et des introns, mais on a moins de saturation par la globine. En termes du choix du tissu, donc pour la technique de référence sur fibroblaste, on a une très bonne qualité de l'ARN, contrairement au PAC-gène. Et nous, on s'est intéressé à la culture sur lymphocytes, où on a une bonne qualité également de l'ARN. Dans les 3 cas, il y a une inhibition de l'ANMD par ajout de puromycine quand on fait de la culture. Et dans le PAC-gène, c'est une inhibition partielle parce qu'il y a des ingrédients pour stabiliser l'ARN. Par contre, en ce qui concerne l'intégration à la routine diagnostique, le fibroblaste, c'est compliqué à mettre en place parce que c'est un prélèvement qui est invasif et en plus, on a un temps de culture long. Pour la couverture des gènes de déficience intellectuelle, le fibroblaste fait mieux que le PAC-gène. Et pour l'expression, c'est pareil, le fibroblaste est bien plus homogène que le PAC-gène. Et nous, c'est là où on s'est posé des questions pour la culture lymphocytaire. Est-ce qu'on couvre bien les gènes de DI et est-ce qu'on a une expression homogène? Donc c'était nos objectifs, c'était d'étudier le séquençage ARN par capture sur nos cultures de lymphocytes contre PAC-gène et fibroblastes, d'évaluer cette expression des gènes de DI sur la couverture et l'homogénéité. Et ensuite, on a fait un deuxième objectif qui était d'étudier la détection des anomalies d'épissage à l'aveugle grâce à l'algorithme Fraser. Pour ça, on est parti de 14 prélèvements avec des variants candidats en exome ou génome, que ce soit sur PAC-gène ou DTA. Le DTA a ensuite subi une étape de culture lymphocytaire avec ou sans puromycine. De là, on est venu extraire l'ARN, fragmenter et faire de la synthèse d'ADN complémentaire. On les a passés sur le Magnis Agilent pour faire nos librairies automatisées, qu'on a ensuite séquencées avec le Nextech. On a aligné les FASQ avec STAR et ensuite on a fait tourner notre algorithme Fraser pour détecter les anomalies d'épissage.
Donc là, on est venu regarder les différences d'expression des gènes avec une analyse en composantes principales. Et on voit que sur nos 3 types de prélèvements, donc les fibropolia, les lymphocaptures et les PAC-gènes, pour les fibropolia, on est très homogène, comme ce qui est attendu dans la littérature. Et pour les lymphocaptures et le PAC-gène en capture, on est aussi trop homogène, même pour le PAC-gène où c'était moins décrit dans la littérature. On a également fait pour nos cultures lymphocytaires une analyse en composantes principales au niveau des runs, et on voit qu'il n'y a pas de cluster qui se forme, et donc on n'a pas d'effet batch. Pour ce qui est de la couverture des gènes d'EDI, on s'est basé sur une couverture de plus de 20x en fonction du nombre de rides qui vont de 50 à 20 millions. Donc là, vous avez les fibros en poly-A. On voit qu'on est environ à 66% de couverture pour 50 millions de rides. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on diminue le nombre de rides, on perd quand même pas mal d'informations. Pour le PAC-gène, on a cette même décroissance de la courbe et on voit qu'on a une diminution de la couverture. Pour la culture lymphocytaire en poly-A, on a des résultats similaires à ce qu'on peut retrouver sur fibroblastes. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la culture lymphocytaire par capture, déjà, on fait mieux que le fibroblaste en poly-A. Et qu'en plus, même en diminuant le nombre de rides, on a très peu de pertes d'informations. On a fait la capture également sur PAC-gène, c'est assez anecdotique. Et surtout, sur fibroblaste, on voit qu'on aurait de super résultats avec une couverture aux alentours de 75% pour 30 millions de rides. Mais bon, ça reste un prélèvement invasif et difficile à faire. Ensuite, on a fait tourner notre algorithme Fraser. Donc, c'est une analyse statistique qui va essayer de détecter des événements aberrants par rapport aux nos autres témoins. Donc, on s'est basé sur une p-value très significative. Et on voit que le nombre d'événements par prélèvement sur les cultures lymphocytaires est finalement assez faible, alors qu'on a beaucoup plus d'événements qui sont dits significatifs sur PAC-gène. Ça, on pense que c'est dû à la qualité de l'ARN et surtout à la rétention intronique artefactuelle qui est liée à PAC-gène. Donc, sur nos 7 prélèvements où il y avait un variant avec un impact sur l'épissage, on a retrouvé tous les événements. Et si on se basait en plus sur la p-value, elle était très informative. Donc, les événements les plus significatifs, en fait, c'était les événements qu'on recherchait. Et vous voyez que c'était souvent les premières positions. Si on faisait un classement par rang, c'était les premières positions qui correspondaient à nos gènes d'intérêt. Il y avait des variants, mais qui au final n'avaient pas d'effet sur l'épissage, et cela ne ressortait pas du tout avec des p-values significatives ou même n'apparaissait pas du tout. Et on a pu, ce matin, Benjamin en a présenté un, mais on a pu détecter des variants d'intérêt qui n'étaient pas détectées par la génomique seule. L'analyse Fraser, donc, c'est basé sur la p-value. Donc, on avait cette p-value statistique où on classait, donc on prenait les événements les plus significatifs. Et ici, donc on a notre gène USP9X qui nous ressortait 5 événements. On allait voir sur IGV en sashimi plot ce que ça rendait. Et là, vous pouvez voir qu'on a un événement complexe. Là où on a le plus de reads, là on a 330 reads, où ici en bas vous avez la séquence de référence et un témoin. Et donc vous voyez que cette partie, on a une création d'un nouveau site d'honneur et on a la perte de matériel génétique. Mais on voit qu'il y a aussi des reads qui font un saut d'exon et on a une rétention intronique. En conclusion, le séquençage ARN par capture présente une meilleure couverture des ARN messagers que le séquençage ARN poly-A, avec une bonne détection des anomalies d'épissage, même pour les variants introniques profonds. La culture lymphocytaire apparaît comme une bonne alternative aux fibroblastes, déjà parce que l'expression est couverte sur 2/3 des gènes d'EDI, parce que c'est des prélèvements simples à récupérer et que la culture est rapide et adaptée à une utilisation clinique.
En ce qui concerne la détection des anomalies d'épissage à l'aveugle par Fraser, ça peut permettre d'envisager pourquoi pas le séquençage ARN chez des patients en impasse diagnostique après un génome. Et on a encore un travail en cours avec l'algorithme Outrider où sur les cultures lymphocytaires couplées au séquençage ARN, on va vérifier si on peut faire de l'analyse quantitative par rapport à l'expression de ces gènes. Voilà, je souhaitais remercier toute l'équipe qui a contribué au projet, GEMExcel et le séminaire de l'Ouest pour m'avoir laissé présenter ce sujet. Et voilà.